Bonjour à tous, bonjour Alain Boer. Bonjour. On va commencer par ce qui s'est passé cette nuit devant l'Elysée. Une voiture a foncé sur le palais, une policière a été blessée. Est-ce que pour autant ce ne serait pas allé un petit peu vite que de dire qu'il y a un lien avec les attentats terroristes? C'est toujours allé très vite, surtout quand le conducteur lui-même explique que ça n'était pas sa volonté. Le terrorisme a une différence particulière avec tous les autres actes criminels, c'est qu'en général, les auteurs en sont fiers, qu'ils le proclament et qu'ils le revendiquent. Quand ils le nient et qu'ils indiquent que ce n'est pas le cas, soit ce sont des idiots ou des fous dangereux, ou ils sont imbibés de quelque substance que ce soit ça n'est pas une activité terroriste. Mais les attentats de ces derniers jours ne peuvent pas provoquer ce qu'on pourrait appeler des vocations? Si, il y en a eu avant d'ailleurs. Des gens ont foncé avec des véhicules dans la foule, dans plusieurs villes de France. C'est un processus qui est né en Israël et dans les territoires dits occupés, ou plutôt palestiniens d'ailleurs. Et il y a en la matière des processus de ce qu'on appelle le lumpen terroriste, le terroriste du pauvre, où on sort avec sa voiture, sa tractopelle, son couteau de cuisine, et dans un mouvement impulsif et spontané, on lance une opération, mais en général, comme je l'indique, on en est fier, on la revendique, ou on justifie par des motifs psychiatriques le mouvement qui a eu lieu, mais on ne le nie pas. Alors, sur les attentats, Manuel Valls a annoncé des mesures de sécurité. Est-ce qu'elles vous paraissent suffisantes face au défi qui est posé? Bon, pour l'essentiel, elles me paraissent adaptées au problème. D'abord parce qu'elles corrigent un certain nombre de manquements. Ensuite, qu'elles n'ont pas sombré dans la folie post-11 septembre qui a marqué les États-Unis, c'est-à-dire la ligne Maginot électronique, qui a à peu près les mêmes effets que la ligne Maginot Empire, du point de vue militaire, et qu'elles sont mesurées et responsables. Donc je crois que pour l'essentiel, il a fait un discours à la fois équilibré et correspondant au problème. Vous parliez des États-Unis. Il y a quand même eu, après le 11 septembre, des mesures qui ont été prises et dont on pourrait s'inspirer. Je ne vois pas très bien lesquelles, puisque pour l'essentiel, leur inefficacité patente a été constatée, y compris par une commission présidentielle. L'exemple de la police de New York. Ah oui, mais c'est pas au niveau du gouvernement fédéral des États-Unis, mais au niveau des opérateurs policiers, qui effectivement, eux, ont décidé que l'analyse mixte, l'analyse incluant des civils, des professionnels, des experts, des universitaires, qui n'étaient pas les ennemis des policiers, mais leurs alliés, les uns conceptualisant l'expérience et les autres faisant bénéficier de l'opérationnalité, était un outil indispensable. Oui, j'explique comment le NYPD est devenu le meilleur service de renseignement antiterroriste du monde après 2002, sous l'impulsion du préfet de l'époque, Raymond Donc Kelly. Il faut faire travailler ensemble les chercheurs et les policiers. Oui, en binôme, pour analyser à la fois ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de changer, le passage d'un terrorisme singulier à un terrorisme pluriel, et pour anticiper les phénomènes et éventuellement les prévenir. Un bon service de renseignement, celui qui évite l'attentat. Dans les mesures proposées par Manuel Valls, il y a notamment le regroupement des islamistes en prison. Est-ce que ça vous paraît une bonne solution? Ça, c'est un problème parce que c'est à la fois une bonne solution parce que ça évite qu'ils se répandent, et une mauvaise parce que ça les renforce dans leur identité propre. Alors partout ailleurs, le débat séparation, cloisonnement, étalement est un débat général. Il y a des expérimentations, notamment dans le nord de l'Europe. Mais le vrai problème, à mon avis, c'est le plus. C'est pas tellement l'isolement ou ne pas isolement, c'est la déradicalisation, le processus d'accompagnement visant à traiter, pas pour tous, car malheureusement certains sont non déradicalisables, mais en tout cas pour éviter, quelle que soit la méthode retenue, qu'on les mette simplement dans des boîtes ou pas dans des boîtes, mais qu'on les accompagne dans un processus. Concrètement pour déradicaliser? À peu près la même chose que quand on veut désectariser. Il y a des processus de déprogrammation. Ils nécessitent des spécialistes, des psychiatres, des psychanalystes, des sociologues, des ethnologues. Ça nécessite un gros travail, mais ça donne des résultats. Il faut faire du sur-mesure, et le sur-mesure nécessite évidemment des moyens très différents que de simplement enfermer plus ou moins précisément des gens. Autre idée retenue, empêcher ou essayer d'empêcher les candidats au djihad de partir vers la Syrie ou l'Irak. Là encore, est-ce que c'est une solution? D'abord, quand ce sont des mineurs, le fait de protéger ses propres enfants relève du bon sens. Mais ce que je constate, c'est que l'ensemble des attentats commis en Occident durant l'année 2014 et en 2015 ne sont pas le fait de djihadistes revenus de Syrie ou d'Irak, mais de ceux qu'on a empêchés d'y aller. Et je m'interroge sur le fait de savoir si en ne nous posant pas de bonnes questions, nous ne nous condamnons pas à avoir que de mauvaises réponses.
Sur l'enquête en elle-même, il semble de plus en plus qu'Hamidi Koulibaly soit le personnage central de cette affaire. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été surveillé? Ça, c'est le grand mystère. En fait, ma conviction, c'est qu'il était non seulement le personnage central, le chef, l'organisateur, le financier, l'armurier, ce qui était déjà son cas dans l'opération de tentative d'évasion Belkacem. Il était non seulement connu, mais célèbre. Connu pour ses activités criminelles, il était un des patrons de la Grande Borne, un des patrons de la prison dans laquelle il était enfermé, quelqu'un d'extrêmement intelligent, structuré, organisé, il ne faut pas le sous-estimer. Les Kouachi dans cette affaire ne sont que des comparses, chacun ayant... Est-ce qu'on peut d'ailleurs penser qu'ils ont attendu pour passer à l'action? Oui, c'est ma conviction. Ils ont attendu qu'il soit sorti de prison. Justement, la question elle est donc posée. Est-ce que les services de renseignement aujourd'hui sont capables de surveiller les terroristes islamistes? Oui, je pense que dès lors qu'on fait un tri et qu'on cesse de qu'on résiste à la mode, où il y en aurait 5000, 1248, 589, bref, personne n'en sait rien. Il y a un certain nombre de terroristes, il y a un certain nombre de djihadistes, il y a un certain nombre de radicalisés. D'ailleurs, djihadiste ne veut rien dire, c'est un mot extrêmement mal utilisé. Eux-mêmes considèrent qu'ils sont des combattants, des mujahidines. Le djihad, il y en a qui sont extrêmement pacifiques. Le principal, le djihad intérieur. Donc, il faut toujours se méfier des mots qu'on utilise, surtout quand on ne les comprend pas. Mais il y a en la matière un certain nombre de groupes, et je pense quelques dizaines, qui, eux, sont véritablement dangereux et qui pourraient concentrer l'intérêt des services de renseignement sans qu'ils soient obligés de dépenser des moyens inutiles à suivre tout le monde. Il faut être attentif à tout le monde. Et effectivement, dans ceux qui sont revenus depuis la guerre civile algérienne jusqu'à nos jours, c'est plusieurs milliers de Français qui sont allés sur le djihad combattant sur différents terrains, Bosnie, Tchétchénie, etc., très peu se sont laissés entraîner dans des tentatives d'attentats sur le territoire français. Et ceux qui ont commis des attentats sont en général ceux qui n'y sont pas allés. Merci Alain Bauer. William, c'était vous. Merci messieurs. La météo matin avec Nathalie Riouet, ça souffle, vous avez vu.